Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour ce résumé de Dover. C'est la 13e course de la saison que nous allons vous résumer maintenant, ça passe vite. 400 miles à boucler aujourd'hui sur ce circuit très atypique avec une piste entièrement cimentée. Nous sommes heureux de vous retrouver sur AB Moteur, donc tout de suite le classement de ce championnat de NASCAR Sprint Cup avec vous, Pat Angeli et Jeff Gordon toujours en tête. Oui, toujours en tête, menacé par Tony Stewart qui fait un début de saison inattendu puisqu'il est nouveau propriétaire de son écurie cette saison. Et en général, les propriétaires pilotes ont du mal, mais lui non, pas du tout. Kurt Busch est 3e, Johnson 4e. Vous voyez les 12 premiers avec le vétéran Mark Martin qui ferme la marche. Il faut être dans les 12 premiers cette saison pour pouvoir faire les playoffs. Et on fera les comptes à la 26e course. Les 10 dernières comptent pour le titre. Voici donc ce tracé d'1,6 km. Nous avons des inclinaisons intéressantes cette semaine, près de 24 degrés dans les virages, de quoi bien s'appuyer et de quoi aller vite. Et 9 degrés dans les lignes droites, ce qui est rarissime. Oui, c'est vrai. David Rottiman a fait la pole position sur la lancée de sa victoire de la semaine dernière. On se rappelle que lundi, le jour du Memorial Day, le pilote Toyota a offert pour la première fois à l'écurie de Michael Waltrip, pilote donc propriétaire, sa première victoire. Le voici David Rottiman qui part donc en tête. C'est sa 3e pole en 76 départs et sa 2e de la saison. Il est parti devant Juan Pablo Montoya qui a réussi à griller la politesse à Kasey Kahne. Montoya 3e sur la grille et déjà 2e dans le pare-choc arrière de Rottiman alors que Kasey Kahne a déjà perdu de place. Et très bon départ aussi du numéro 43, Reed Sorenson, juste derrière avec la Dodge Richard Petty Motorsports. Montoya va prendre la tête de cette course dès le 2e tour, le Colombien. Oui, déjà 2 tours et 2 leaders. Ça fait déjà 5 points chacun, 10 points de bonus distribués. On le sait en NASCAR, chaque tour mené rapporte 5 points. Reed Sorenson arrive très fort derrière. Et puis, on a aussi noté que, oula, attention, un petit survirage là de la part du Colombien qui est donc passé devant le pilote qui a enregistré donc la semaine dernière sa première victoire en carrière et qui est en train de remettre ici les gaz pour essayer de reprendre les commandes de la course. Vous voyez que ce circuit est très très physique et très exigeant pour les pilotes. 400 miles ici, il faut se les coltiner avec le retour derrière de Sorenson et de Biffle alors que Montoya a quand même du mal à les retenir. Incroyable, Rottiman a gagné la semaine dernière donc le Loves Motor Speedway, la course de 600 miles, le Coca-Cola 600, la course d'endurance de la Sprint Cup. Et cette course a été reportée au lundi. Et chose incroyable, le lundi, non pas au soleil, enfin quoi que c'était un petit peu sous la pluie quand même, c'était le Memorial Day. La course a eu lieu à 15h alors que Rottiman reprend la tête. Et à 15h, le jour du Memorial Day, tout s'arrête aux États-Unis. Et on a vu pour la première fois dans l'histoire donc de la NASCAR ces bolides s'arrêter à 15h, drapeau jaune, drapeau rouge, un silence et 1 minute bien sûr en hommage aux vétérans et à tous les combattants de la liberté, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis. La course s'est arrêtée. Image très impressionnante. Au moment d'ailleurs où Kyle Busch, l'homme qui vient de récupérer la 3e place, menait ce rendez-vous, c'était donc lundi, et nous l'avions vécu en direct sur AB Moteur. Ouais, une course de 600 miles qui a duré un petit peu plus de 300 miles. En fait, elle a été tronquée par la météo. On n'y peut rien, c'est comme ça. On ne court pas sous la pluie. Et cette semaine, il fait très beau dans le Delaware, sur la côte est des États-Unis, à Dover. Montoya, semble-t-il, a du mal depuis qu'il a mené. Il ne cesse de perdre des positions. Et là, on est embarqué avec Kasey Kahne, qui doit être aux alentours de la 6-7e place, justement, de cette course. 7e. Montoya, regardez, est obligé de faire l'extérieur à Dover alors que la trajectoire intérieure est plus rapide, mais encore faut-il avoir les réglages pour être sur cette corde. Et là, la numéro 42 de Montoya a beaucoup de mal, il est obligé de prendre très large, ce qui ouvre la porte à ses concurrents. Greg Biffle a gagné ce rendez-vous, le dernier en date, parce qu'on vient 2 fois par an à Dover. Et le dernier rendez-vous a été remporté donc par le numéro 16. Et d'ailleurs, il avait fait un triplé avec ses coéquipiers, un triplé de la Roche Racing, puisque Kenseth avait fini 2e et Carl Edwards, l'homme avec lequel on est embarqué ici, avait fini 3e. Attention au Ford de la Roche Racing qu'on a peut-être moins vu ces dernières semaines. Et sachant que quand on reviendra encore cette année à Dover, ce sera bien sûr un moment très intéressant puisque ce sera en plein play-off. Exactement. Dans les 10 dernières courses de la saison où les 12 meilleurs pilotes de l'année se retrouveront pour prétendre au titre. Allez, déjà 10 tours de bouclé. Carl Edwards, lui aussi,
un pilote à surveiller. Il n'a pas gagné encore cette année, pas une seule victoire. C'est une grosse surprise. Alors que l'année dernière, quand même, il avait pas mal visité la Victory Lane avec Jimmy Johnson entre autres et Kyle Busch, les trois pilotes qui avaient le plus de victoires sur 2008. Et cette année, Carl Edwards n'a toujours pas de victoire. Alors Jeff Gordon, quant à lui, a connu un début de week-end agité puisqu'il a été dans le mur dans les qualifications, était obligé de prendre sa voiture de réserve et c'est pour ça qu'il est parti quasiment bon dernier. Donc il commence à essayer de remonter, il est 32e, il a remonté déjà une dizaine de places, mais est-ce que le mulet sera une voiture quand on sait qu'il y a beaucoup moins d'essais en NASCAR maintenant pour essayer de réduire les coûts, un petit peu comme en F1? Eh bien, il part un peu à l'aveuglette. Jeff Gordon, il faudra faire des ajustements dans les pit stops. On s'arrêtera tout à l'heure au tour 30, un drapeau jaune de compétition comme on les appelle, afin que les écuries puissent vérifier l'état d'usure des pneumatiques. Oui, parce qu'en fait il a plu et la pluie a lavé la piste, elle a enlevé la gomme déposée sur le ciment et du coup on part un petit peu dans l'inconnu. Donc la NASCAR, pour ne pas risquer des crevaisons en cascade et des accidents, a dit que s'il n'y avait pas de drapeau jaune avant le 30e tour, elle le sortirait de toute façon pour que tout le monde aille checker et les pneumatiques et les voitures. Course-poursuite ici entre Greg Biffle et Jimmy Johnson. Alors que Keziken perd des places pendant ce temps-là, comme Montoya d'ailleurs. Une place pour le top 10, Montoya qui a fait un très bon run. Au départ, la voiture devait être très bien réglée pour les qualifications. On sait que les qualifs en NASCAR se déroulent d'une manière différente que la course évidemment, puisque les voitures tournent seules. Et c'est au meilleur des deux tours qu'elles récupèrent un temps de référence. Donc forcément l'aérodynamique est très spécifique aux qualifications. Alors que évidemment dès que la voiture se retrouve dans le trafic avec les autres voitures, avec les turbulences aérodynamiques qui vont avec, forcément eh bien, le comportement est différent. Donc une voiture qui est rapide en qualif souvent a des difficultés lorsqu'elle prend le départ de la course si elle est réglée d'une manière trop extrême pour la vitesse. Il faut un bon compromis, ce qui semble être le cas d'ailleurs pour les voitures pour l'instant du top 5 avec Reed Sorensen qui arrive à maintenir le rythme derrière David Rottiman. Et on se retrouve un petit peu plus loin au tour 48. Effectivement, on a sorti le drapeau jaune au 30e tour. Et il y en a eu un autre aussi à cause d'une crevaison de Tony Raines qui a donc disséminé des débris sur la piste. On s'est arrêté et c'est Greg Biffle qui a été le plus prompt dans les stands. Il repart devant Johnson, Rottiman, l'ex-leader est 3e et ensuite les frères Busch. Oui, Kurt devant Kyle, le grand frère devant le petit. À savoir que sur ce deuxième drapeau jaune, les 15 premières voitures du classement sont restées sur la piste, alors que quelques-uns sont rentrés dans les stands, comme Mark Martin par exemple. Donc on va avoir quelques stratégies décalées sur les prochains runs. Si on reste sous drapeau vert, ça va être intéressant à suivre. Johnson qui attaque dès le restart, Greg Biffle. Passe à l'extérieur, Jimmy Johnson. Regardez, c'est ligne droite très inclinée, 9 degrés. Ici, 24 degrés de véritable mur. C'est une piste vraiment terrible parce qu'on va très très vite malgré la relative petitesse du circuit, 1 mile, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un Bristol sous acide presque, parce que c'est un petit peu comparable. Et Bristol est également une piste en ciment. Johnson est passé, le voilà en tête au 50e tour. Ouais, Johnson déjà tout à l'heure avait bataillé dur contre Greg Biffle après le drapeau jaune de compétition parce que au bénéfice d'un très bon ravitaillement, on avait vu ressortir aux avant-postes des pilotes comme Greg Biffle, donc en tête, Johnson derrière. Elliott Sadler a même mené quelques tours, mais lui il était resté sur la piste au profit d'un ravitaillement décalé et surtout d'un ravitaillement plus rapide puisqu'il n'avait changé que 2 pneus. Et donc avec cette histoire-là, il avait gagné 17 places dans les stands. Et depuis, Elliott Sadler a un petit peu dégringolé parce que forcément 2 pneus contre 4, 9, forcément à un moment donné, ça peine. Alors et voilà... si on parlait de cet homme, tiens, oui. Pat, je vous laisse en parler parce que c'est vraiment l'affaire de la semaine. Oui, Dale Earnhardt Jr. On a beaucoup parlé, c'est vrai qu'on en parle souvent beaucoup, mais là, à juste titre, puisque Dale Earnhardt Jr., et c'est l'événement, on le murmurait depuis quelques temps, eh bien, s'est vu séparé de son chef d'équipe et cousin, presque frère, dit-il, Tony Horridge Jr., qui suivait sa carrière, qui était son chef d'écurie depuis longtemps, même quand il était dans la DEI. Maintenant qu'il a changé d'écurie, la saison se passe mal pour cette équipe 88, et le grand patron Rick Hendrick, après quelques hésitations ces dernières semaines, eh bien, a décidé de changer. Il a donc un nouveau chef d'équipe qui s'appelle Lance McGrew, qui est un fidèle lieutenant de chez Hendrick, qui a déjà été chef d'équipe de plusieurs pilotes, de Vickers, Martin, et il a fait des intérims ça et là.
Et maintenant, il va faire équipe avec Dale Earnhardt Jr. Il est temps que ça s'améliore pour Junior parce que la saison vraiment il a touché le fond la semaine dernière en ayant une voiture catastrophique du début à la fin du Coca-Cola 600. On verra ce que ça donne. Alors Tony Eury Jr. n'est pas viré de l'entreprise, il a juste pris d'autres fonctions. Et les fans de Junior, la Junior Nation, attendent avec impatience le rétablissement de leur favori qui n'est que 19e du général. Autant dire que ça va être dur d'accrocher les playoffs, donc les 12 premières places. Même là, pour les qualifications, il s'est retrouvé en milieu de grille à la 22e place. Est-ce que cela va fonctionner, cet électrochoc? À l'instar d'une équipe de football, on change le coach plutôt que les joueurs. On va voir si en effet le pilote cette semaine va réagir. Elle est ici embarquée dans le trafic. Devant, il y a Kyle Busch. Ouais, nous sommes avec Clint Bowyer. Là aussi, une écurie qui rame. Et là, c'est toute l'équipe. Les 4 voitures... sauf Jeff Burton, pour l'instant oui, dans le top 10 du classement général. Mais c'est vrai que Kevin Harvick est littéralement, on va dire, invisible, sachant qu'il est censé être le fer de lance de cette écurie qui, cette année, a aligné 4 voitures. Ouais, la grosse déception, c'est la 4e voiture qui est Zemir. Kevin Harvick est le numéro 1, presque le fer de lance, comme vous l'avez dit Philippe, est 23e du général, donc les playoffs sont déjà un vieux souvenir. Et là on est avec Clint Bowyer qui avait fait un super début de saison. À un moment donné il était 2e du général et ces dernières semaines c'est tombé carrément en désuétude et Clint Bowyer n'est plus que 17e. Et comme vous l'avez dit, il ne reste plus qu'un homme de cette écurie Childress, c'est Jeff Burton, grâce à son expérience et sa régularité. Et encore, il ne faudrait pas que ça parte en sucette parce que là sinon ça sera une grosse déception pour Richard Childress qui voulait au moins 3 de ces 4 voitures dans les playoffs. Ça va être compliqué d'en avoir même 2. C'est vrai qu'il y a eu de la restructuration cette année. Clint Bowyer l'année dernière avait la voiture 07. Cette année avec l'arrivée de Kazemirs, eh bien, il a été obligé de prendre la 33, donc nouvelle équipe, même s'il avait l'habitude de travailler avec eux dans la division 2, dans la Nationwide. Ensuite, Childress a interverti les 2 équipes de Kevin Harvick et de Kazemirs pour manque de résultats. Même s'il l'a fait il y a 2-3 semaines, ça va pas beaucoup mieux. Bref, c'est un petit peu l'écurie qui déçoit. 60e tour. Mark Martin qui est pour l'instant en fond de peloton. Et un propriétaire heureux, Michael Waltrip, parce que même si ça va pas très fort pour lui en tant que pilote, eh bien son poulain David Rottiman a donc gagné, même si c'était sous la pluie dans des circonstances étranges. Il a gagné à Charlotte la semaine dernière. Voici le top 5. Et on se retrouve au tour 192. Il y a eu quelques drapeaux jaunes provoqués par des débris. Par exemple, le crash de John Andretti dans le muret. Et puis on s'est retrouvé avec un vrai souci pour Jeff Gordon qui s'est mis à ravitailler au moment où ce drapeau jaune est sorti. Ce qui fait qu'il se retrouve maintenant pratiquement à un tour, si ce n'est 2. Jeff Gordon est aussi rapide que les leaders, mais malheureusement, même si Steve Letarte a réagi en ne changeant que 2 pneus au lieu des 4 prévus lorsqu'il a vu que ce drapeau jaune était intervenu au moment même des ravitaillements, eh bien le mal était déjà fait puisque Gordon était déjà dans les stands et il n'a pas pu ressortir devant le pace car. Du coup il est derrière et il est en train d'essayer de récupérer la place de Lucky Dog. C'est très compliqué pour Jeff Gordon, alors que pour Tony Stewart ça se passe plutôt pas mal. Comme d'habitude, cette écurie fraîchement créée, Tony Stewart est copropriétaire. Ryan Newman, eh bien ça va de mieux en mieux aussi pour lui. Ryan Newman qui reste sur une série assez incroyable de 4 top 5 consécutifs ces dernières semaines. Et tout va bien pour cette Stewart Haas Racing, alors que Greg Biffle, numéro 16, est le plus rapide en piste actuellement. Mark Martin s'est bien repris. Si on l'a vu tout à l'heure aux alentours de la 30e place, c'est parce qu'il a eu des problèmes dans les stands lors d'un arrêt en tout début de course. Et là, il est en train de remonter. Il est bien installé dans le top 10. Greg Biffle a la voiture presque la plus rapide du moment sur la piste, mais il est loin. Il est en dehors du top 15, Greg Biffle, parce que lui aussi, il s'est arrêté juste avant le drapeau jaune. Et quand le drapeau jaune provoqué par Andretti est intervenu, eh bien évidemment, il s'est retrouvé en fond de grille. Et c'est un vrai problème. Ce drapeau jaune a mis un petit peu le bazar, comme on dit, dans le classement. Et
Et là, on est sur, on va dire, une course illogique. Si on regarde juste les vitesses des voitures, on s'aperçoit que les plus rapides ne sont pas forcément devant. Donc ça va être compliqué, il va falloir ramer pour récupérer les premières places à quelques tours seulement du 200e. Et ça va bien pour Dale Earnhardt Jr. Au début de course, c'était pas terrible. Il a fait un petit coup stratégique avec son chef d'équipe Lance McGrew. Ils vont apprendre à se connaître tous les deux. Ils ont déjà bossé ensemble un petit peu en Nationwide il y a quelques années. Et là, il est 5e. Donc ça se passe pas mal alors qu'on va boucler le 200e tour. Et c'est peut-être l'électrochoc que tout le monde attendait. Ici embarqué avec Mark Martin qui a la particularité d'être avec Jeff Gordon, les pilotes en activité avec le plus grand nombre de victoires à Dover, à savoir 4 chacun. Bien sûr, ils sont loin des 7 victoires de Bobby Allison ou de Richard Petty. Mais actuellement, ce sont eux les plus expérimentés en termes de succès ici. Bon, en termes du nombre de départs aussi. Je peux vous dire que Mark Martin, il est pas mal. Je crois qu'il a 45 départs, c'est son 46e aujourd'hui. Jeff Gordon, lui, c'est son 33e départ à Dover. Et encore des grosses déceptions chez Childress, comme il n'y a plus que 20-25 voitures dans le même tour. Boyer est à un tour, Harvick est à un tour, Jeff Gordon est à un tour et presque à 2. Regardez son coéquipier, le 48 Jimmy Johnson qui est leader de la course, lui, eh bien il revient. Il est presque à 2 tours, Jeff Gordon, autant dire que c'est presque cuit pour lui parce que il ne pourra certainement pas, alors que c'est la mi-course, comme vous le voyez. Lorsqu'on croise le drapeau à damier et le drapeau blanc, ça veut dire, le drapeau noir et le drapeau blanc, c'est la mi-course. D'ailleurs, c'est ce que dit Dale Earnhardt Jr., il dit souvent, quand on est à Dover et qu'on est déjà fatigué, qu'il y a les bras qui tirent et qu'on nous montre que c'est la mi-course, on n'en est qu'à la moitié, on en prend un petit coup au moral. Et Jeff Gordon, donc, disais-je, ne reviendra certainement pas dans le tour aujourd'hui. Regardez, c'est le seul de chez Hendrick qui n'est pas dans le top 5. Donc l'écurie de chez Hendrick fait une super course pour l'instant, alors qu'on attendait aussi les Ford de la Roche Racing. Ouais, Gordon fait quand même une super course, même s'il est 30e, il est aussi rapide que Jimmy Johnson, alors que l'on découvre le visage donc de cet homme qui désormais donc va remplacer Tony Eury Jr. Il s'appelle Lance McGrew. Il aurait dû ne pas être là en fait aujourd'hui parce que à l'origine, aujourd'hui, le chef mécano de Dale Earnhardt Jr. aurait dû être Brian Weitzel qui devait s'occuper donc de la voiture 88. Juste pour aujourd'hui. Et Lance McGrew devait s'occuper de la voiture de Brad Keselowski, qui est aussi une voiture un petit peu de la Hendrick Motorsport. On va dire c'est une des filiales. Exactement. Et comme Brad Keselowski n'a pas réussi à se qualifier aujourd'hui, il y a eu pas mal de places provisionnelles récupérées, entre autres par Andretti Gordon ou même Robbie Gordon. Keselowski n'étant pas au départ, du coup on a dit allons-y directement. Prenons en effet Lance McGrew tout de suite pour Dale Earnhardt Jr. et attaquons dès Dover. Et pendant ce temps-là, c'est la balade de Jimmy Johnson. Il avait 8 secondes d'avance tout à l'heure. Là, il est dans le trafic, donc il en perd un peu. Il en a toujours 5 ou 6. Mais là, bon, évidemment, puis il doit... Enfin, c'est pas qu'il doit hésiter, mais il doit avoir peut-être un petit peu de scrupule à mettre 2 tours à Jeff Gordon, qui, comme vous l'avez dit, Philippe, va vite, mais malheureusement, il est presque à 2 tours. C'est compliqué pour lui aujourd'hui. Et on se retrouve au tour 230 avec un drôle de bruit dans cette voiture, celle de Denny Hamlin. Il y a eu un souci pour le numéro 11, regardez, alors qu'il était en train de rouler normalement. Et surtout, le pneu avant droit a explosé. Il était littéralement à la poursuite du leader. Et il était 2e, c'est ça qui est terrible. Denny Hamlin, l'un des favoris. Et on va revoir ce qui s'est passé. C'était juste devant Mark Martin. Paf! Et là, droit dans le mur, à angle droit presque. On va écouter. Voilà, un petit plop et un gros choc. Le petit plop, c'était ce pneu qui explosait. Oui, ça fait drôle. Aujourd'hui, on a plein de voitures comme ça qui vont très vite, qui peuvent prétendre à la victoire ou voire même à un top 5 et qui sont en difficulté. Gordon parce que il a joué de malchance et Denny Hamlin parce que ce pneu a explosé. Allez, tout de suite dans les stands. Regardez, cette semaine, Chanos a récupéré le premier box. C'est un petit peu comme à la grande époque lorsqu'il est arrivé. Chanos expliquait qu'il choisissait directement le premier stand dans la ligne des stands parce que
même lorsqu'il faisait la pole position, qu'il avait le premier choix, parce qu'il estimait que c'était plus simple pour Jimmie Johnson de se concentrer ensuite seulement sur sa vitesse limite dans les stands, qui cette semaine est de 35 miles, soit environ 66 km/h. C'est très très lent. Et donc maintenant il est tranquille, Johnson, il n'a plus qu'à se concentrer sur sa ligne. Et en plus de ça, comme il est en tête, il s'est arrêté tout de suite, il n'a pas été gêné. Tout le monde s'arrête ensuite et du coup il a vraiment le champ libre. Alors regardez là, il arrive d'ailleurs en tête tranquillement, sans aucun problème, il repartira comme il est arrivé à la première place. Ouais, une ligne des stands qui est une des plus dangereuses de la saison, et encore elle a été élargie pour cette année avec des soft walls, parce que c'était vraiment la foire d'empoigne, et il y avait même que 42 places pour 43 voitures. 237e tour, drapeau vert, on retrouve Jimmie Johnson en tête, devant Mark Martin, Dale Earnhardt Jr., Matt Kenseth et Kyle Busch. Johnson a effectué un changement petit ajustement, un petit changement de pneu lors du dernier drapeau jaune, provoqué donc par Denny Hamlin. Mark Martin n'a pas demandé d'ajustement. Dale Earnhardt Jr., lui, a demandé à ce que sa voiture soit un petit peu moins survireuse. Et Carl Edwards a effectué des ajustements mineurs, comme on dit là-bas. Mais le souci, c'est qu'il a perdu beaucoup de place dans les stands. 7 positions perdues pour Carl Edwards. Quel restart de Jimmie Johnson, hein. On voit tout de suite Jimmie Johnson qui a 3 victoires déjà ici dans sa carrière. Et on sait quand il est en tête, c'est une équipe qui est dure à déloger parce qu'il ne se trompe pas souvent dans les réglages. La Hendrick Motorsports très impressionnante. Johnson premier, Martin deuxième, Dale Earnhardt Jr. troisième. Ils sont tous les trois donc de la même écurie. Qui risque d'être difficile si jamais Dale Earnhardt Jr. fait un top 5 aujourd'hui, parce que il change de chef d'équipe et tout de suite les résultats vont mieux. Enfin bon, il faut attendre la fin de la course pour confirmation, alors que là regardez, on a fait un petit échange de bons procédés. Mark Martin a mené un tour, Jimmie Johnson l'a laissé passer et il l'a redépassé le tour suivant. C'est ce qu'on appelle un give and take dans une même écurie. On fait un petit chassé-croisé pour permettre à votre coéquipier de mener un tour, ce qui lui donne 5 points de bonus. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec un rival d'une autre écurie, évidemment. Kenseth a dépassé Junior pour la 3e place. Regardez ces bosses, ces espèces de mini-montées presque, hein, pour aller chercher les lignes droites. Les lignes droites qui ont la particularité ici d'être plus étroites que les virages. C'est quand même assez rare. Mais il y a moins de difficultés dans les lignes droites que dans les virages. Ici, tellement les trajectoires sont difficiles, même s'il y a un banking intéressant avec plus de 20 degrés d'inclinaison. Il faut quand même être très prudent sur ces lignes. Regardez, on a ici des fous furieux. Jeff Gordon qui est bloqué dans le trafic, maintenant à 2 tours. Ouais, il a 2 tours. Mais qui est aussi rapide que les autres. Matt Kenseth, tiens, parlons un petit peu de Matt Kenseth, qui lui a connu la victoire ici à Dover. C'était il y a de cela quelques années. C'était en 2006. Voici Lance McGrew qui regarde tranquillement un petit peu la course. On nettoie ses lunettes. Tiens, une petite interview peut-être, non? Un son radio. C'est la conversation qui a eu lieu auparavant dans les stands entre Dale Earnhardt Jr. et justement Lance McGrew. Et Dale Earnhardt Jr. qui dit voilà, on va faire ça, moi je pense qu'on devrait faire un peu de wedge, faire tel ajustement. Et Lance McGrew lui répond oui, mais d'abord concentre-toi sur ton box. Arrête-toi au bon moment, parce que Dale Earnhardt Jr. a raté plusieurs fois son box cette année. Alors Lance McGrew, qui est loin d'être un marrant, qui est un gars sérieux, prend les choses une par une. Il a dit bon, ok, on va faire des ajustements, mais concentre-toi sur là où tu t'arrêtes déjà. Oui, et quand il lui a dit ok mon pote, McGrew a répondu 4,
3-1, 2-2. Ouais. Donc vraiment, il ne peut pas y avoir de dialogue, on va dire, sympa. Remarquez, c'est une première, donc forcément... Ouais. Il n'y aura plus les mêmes habitudes, les mêmes rigolades qu'avec Tony Junior. Maintenant, il faut se concentrer, il faut rester très très prudent. Je pense que c'est l'un des objectifs premiers de Lance McGrew, c'est d'enlever ce côté un petit peu décontracté de Dale Earnhardt Jr., même si c'est une de ses qualités. Mais parfois, il l'est un peu trop. Et d'apporter un peu de rigueur dans cette équipe 88. Il faut qu'il soit surtout concentré dans les stands, parce que ces derniers temps, là où ça a un petit peu pêché, c'est justement lors des arrêts. Il loupait ses stands, il s'arrêtait trop loin, il y avait des soucis, une incompréhension totale. Donc là maintenant, si déjà il arrive à maîtriser cela et à faire des bons arrêts, après la différence, c'est à lui de la faire sur la piste. Ouais, d'ailleurs, il est en train de dire que les ajustements ont à moitié marché seulement parce que sa voiture est sous-vireuse. Elle a tendance à vouloir monter vers le mur, glisser de l'avant, et Lance McGrew en prend bonne note pour le prochain pit stop. Il a perdu sa 3e place, Junior. Une association dont les fans attendent de beaucoup. Est-ce qu'il est encore temps pour sauver les playoffs cette année? Junior qui était en playoffs l'année dernière, mais qui avait complètement raté ces fameux playoffs, c'est-à-dire les 10 dernières courses de l'année. Donc il avait fini dernier des qualifiés, c'est-à-dire 12e. 250e tour, toujours Jimmy Johnson qui domine outrageusement cette course pour l'instant. Et derrière, Mark Martin, je crois, vient de se faire dépasser par Kenseth. Oui, Matt Kenseth qui revient en force. On aura peut-être ce duel entre la Hendrick Motorsports et la Roush Fenway Racing. Ça va être intéressant de voir cela. Un duel entre Dave Biffle et Carl Edwards qui avait remporté 2 des 3 dernières courses. On s'attend à ce que cette semaine à Dover, la Roush Fenway Racing se montre aux avant-postes. Regardez la remontée de Matt Kenseth. Il est parti 14e. Il a été pointé assez rapidement dans le top 15. Et puis maintenant, ça y est, il s'installe dans le top 3. On va apprendre des nouvelles de Denny Hamlin. Parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé. Racontez-nous votre histoire de cette mésaventure avec votre pneumatique. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un gros choc. J'ai pas eu de signe avant-coureur de cette crevaison. C'est vrai qu'on était en train d'essayer de faire un effort pour essayer de rattraper le leader. On a un petit peu galéré dans les ajustements aujourd'hui. Et puis, paf, ça a pété. Mais bon, on fait des progrès. Mon équipe dans les arrêts au stand fait du bon travail. C'est un petit peu de malchance pour l'équipe 11. Oui, comment ça va? Oui, il me demande comment ça va. Il dit j'ai plutôt mal à la tête parce que ça l'embête d'avoir abandonné aujourd'hui alors qu'il était 2e, mais ça va, il n'a pas trop souffert du choc. Oui, attention, il était 5e au classement général avant ce rendez-vous. Tiens, il y a un souci visiblement de puissance moteur pour Michael Waltrip. On le voit ici, il rentre dans les stands, il n'y a pas de drapeau jaune, mais il y a un problème visiblement dans la voiture numéro 55. De toute façon, il était déjà à 4 tours, il était 32e, ça ne va pas s'arranger. Aïe, aïe, aïe. Ah, décidément, Michael Waltrip qui a une bonne écurie cette année, on l'a vu dans les premières courses, il a fait bonne figure, Michael Waltrip, il était aux avant-postes. Et David Rottiman, vraiment, fait un superbe travail depuis le début de saison. Et on vous l'a dit, il a offert la semaine dernière à son patron sa première victoire pour l'équipe. Et aussi la première victoire en carrière de David Rottiman, ça compte. Alors certes, c'est son drapeau jaune parce qu'il pleut, mais ça on s'en rappellera difficilement d'ici une vingtaine d'années. Ouais, puis il faudra surveiller ce qu'il fait parce qu'avant cette victoire, Rottiman marquait le pas quand même. Il avait de moins bons résultats qu'en tout début de saison. Il faudra voir ce qu'il va faire dans les semaines qui viennent. Oui, il s'est un petit peu rattrapé. Du coup, il est revenu à 6 points seulement du 12e. Et le 12e actuellement, c'est Mark Martin. Même si, à l'heure où l'on vous parle, c'est bien ce numéro 14 qui est en tête du classement général. Oui. Voilà, c'est ce qu'on nous montre d'ailleurs. Tony Stewart est passé devant Jeff Gordon. Il y avait 44 points d'écart entre les deux hommes avant ce rendez-vous de Dover. Vu les problèmes de Gordon qui se morfont dans les profondeurs du classement de la course à 2 tours, eh bien c'est Stewart maintenant avec sa position dans le top 10 qui réussit à lui chipper la première place pour quelques points seulement.
Et jamais on a vu Tony Stewart démarrer aussi fort une saison. Il a fallu attendre qu'il soit enfin pilote propriétaire pour le voir comme ça. Parce qu'à l'époque de chez Joby Racing, en général, les débuts de saison étaient catastrophiques. Ce n'était qu'à partir de Chicagoland qu'il réussissait vraiment à enchaîner les bons résultats. Ouais, mais Stewart apparemment a perdu quelques positions à cause de ces réglages. Et là, on avance jusqu'au 8e drapeau jaune. Oui, provoqué par un petit débris. Rien de bien méchant, mon cher Pat. Et regardez, on va suivre ce ravitaillement qui pourrait être intéressant. Alors, aujourd'hui, on peut faire entre 80 et 85 tours avec un plein. Ça veut dire que, sans compter les problèmes d'usure de pneumatiques, tous ceux qui s'arrêtent maintenant ne sont plus obligés de rentrer dans les stands d'ici le drapeau damier. Ravitaillement peut-être pour la gagne. Johnson, très peu d'ajustements. Mark Martin, un ajustement sur la track bar. Donc on aimerait que cette voiture se comporte mieux d'ici la fin. Biffle, pas de châssis ajusté. Kyle Busch, changement juste de la pression des pneumatiques, pas d'ajustement châssis. Et Tony Stewart a fait un super arrêt. Il a gagné 3 positions, mais c'est Johnson qui repartira devant Greg Biffle et Kurt Busch. Kyle Busch qui a jailli de son box. Et oui, les places coûtent cher à 68 tours de la fin. C'est un arrêt au stand crucial. Voilà donc peut-être le dernier arrêt de la course. On se retrouve un petit peu plus tard au 361e tour et depuis tout à l'heure, depuis le restart, il n'y a qu'un seul homme, un seul, c'est Jimmie Johnson qui est diaboliquement rapide. Allez, Johnson qui écrase cette course, hein. Kurt Busch est à ses trousses maintenant. À 40 tours de la fin. Mais Kurt Busch qui a fait une course assez discrète. Regardez, les écarts sont creusés. 1 seconde 5 d'avance pour Jimmie Johnson. Oui, ce qui est incroyable, c'est que Kurt Busch a demandé dans sa radio à son équipe, est-ce que je peux aller le chercher? Parce que bien sûr, c'est le chef mécano qui a toutes les réponses au niveau de la télémétrie, hein, de savoir s'il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de problème au niveau de la voiture. Et son écurie a répondu, vas-y, va le chercher. Ah, encore faut-il le pouvoir. Mais c'est bien de demander la permission parce qu'on sait que Kurt Busch, des fois, il est un petit peu dur hein, à la radio, surtout avec son patron. Oui, il y avait eu des mots échangés il y a quelques semaines, c'est vrai. Il y en a un qui a complètement disparu de la circulation qu'on a vu en tête dès le début de la course, c'est Montoya. Hein. Ça a été un feu de paille. Et en fait, il n'avait pas une bonne voiture aujourd'hui, Montoya. Il n'est même plus dans le tour du leader. Et Johnson qui va peut-être aller... qui va peut-être signer une 4e victoire ici. En tout cas, à 37 tours de la fin, il est bien parti pour. Drapeau jaune. Ah, attention, ça pourrait avoir de l'importance sur la tactique des pit stops. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont essayer de tenter d'aller au bout comme ça, sans s'arrêter? Ça risque d'être compliqué quand même avec des pneus usés. Mais sait-on jamais? Ça va être intéressant de voir. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle forcément pour Johnson parce qu'il avait de l'avance. Harvick est peut-être le lucky dog dans l'histoire, puisqu'on nous le montre. Effectivement, il est dans le tour. Ça va être intéressant hein, de voir un petit peu ce qui va se passer dans la pit lane. Ça va être même crucial. Oui, 10 drapeaux jaunes même aujourd'hui. Alors là, on est en train de parler dans les radios. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change 4 pneus, 2 pneus? Est-ce qu'on prend le parti de changer que 2 pneus et de gagner des positions, mais ensuite d'être un petit peu plus instable et à la merci de ceux qui ont pris des gommes fraîches? Qu'est-ce qu'on fait? On va vite le savoir. Un semblant de feinte de Tony Stewart qui n'a trompé personne parce que tous les leaders rentrent. 4 pneus pour Johnson. Oui. Là évidemment on ne va pas perdre du temps à mettre du carburant, on se dépêche pour les pneus, c'est d'ailleurs ce qui prend le plus de temps hein, dans un ravitaillement, vous le savez, dans un arrêt. Plus le droit à l'erreur. Pas d'ajustement pour Mark Martin qui prend 4 pneus aussi, sa voiture est très bien comme ça. Pas d'ajustement non plus pour Kurt Busch. Mais attention, certains n'ont pris que 2 pneus comme... Ouais, c'est Biffle qui va partir en tête. Hein.
Biffle qui va repartir en tête. Stewart, 2 pneus aussi. Newman, 2 pneus. Kasey Kahne, 2 pneus. Kurt Busch arrive derrière. Oh, et voilà. David Streamy, Mark Martin et Johnson repart à la hauteur de Matt Kenseth. Le dernier dans le top 10, c'est Carl Edwards qui perd 4 places. Johnson en a perdu 7. Ça va être compliqué, mais il a 4 pneus. Il a 4 pneus, c'est pas le seul, mais tous les leaders ont pris 2 pneus. Regardez, Biffle, Stewart, son coéquipier Newman. En effet, la grande question sur ce restart au tour 374, Pat, c'est de savoir si les 2 pneus vont suffire pour aller jusqu'au bout et si Johnson a fait la bonne stratégie, quitte à perdre en effet 7 positions dans les stands. On est reparti sur 2 fils. Et oui, c'est important de le dire, Philippe, parce qu'il reste plus de 20 tours et le règlement dit que s'il reste plus de 20 tours, eh bien on repart sur 2 fils avec les retardataires. S'il y avait eu moins de 20 tours, tous les leaders se seraient retrouvés devant et les autres à la queue, et donc ça peut jouer parce que ça peut perturber quelques leaders. Et ça avantage forcément ceux qui sont devant, comme Greg Biffle qui du coup a pris la poudre d'escampette. Regardez, plus de 20 longueurs d'avance sur Tony Stewart. Sa voiture est formidablement bien réglée sur les short runs. On va voir maintenant s'il va tenir la distance. Biffle qui est donc le dernier pilote à avoir gagné ici à Dover. C'était lors de la 2e course disputée en 2008, la course des playoffs. Peut-être va-t-il se succéder à lui-même. Voici les intervalles pour le top 3. Un peu moins d'1 seconde pour le 2e, un peu plus d'1 seconde pour le 3e. Et Jimmy Johnson, lui qui a dominé cette course de la tête et des épaules, essaye de faire son effort. Il est reparti 9e, il est déjà 8e. Il attaque son coéquipier Mark Martin. Maintenant, il n'y a plus de coéquipiers qui tiennent, il n'y a que des rivaux sur la piste. Johnson qui passe assez facilement, qui a l'air très rapide, alors que dans le top 5, Kurt Busch et Kasey Kahne sont côte à côte. Oui, grosse pression là sur cette image. La guerre des limonadiers entre Kasey Kahne et Kurt Busch. Et c'est Kurt Busch qui passe devant. Il est au taquet, hein, Kurt Busch, on voit sa voiture qui... Et regardez cette voiture ici, Jeff Gordon, il est 3e pour l'instant sur la piste, mais au classement de la course, il est à 2 tours. Oui. Mais il est aussi rapide que les leaders, il tourne en 141 miles, aussi rapide que Greg Biffle, soit à plus de 228 km/h. Et Jimmy Johnson, lui, vole sur la piste, il vient de dépasser Kasey Kahne. Regardez à quelle vitesse il remonte, il a dépassé Kenseth, il arrive derrière Kurt Busch. Il est déjà 5e, Jimmy Johnson. Ouais, voiture très bien réglée comme d'habitude, regardez, il a un virage de retard. On a vu l'écart entre Johnson et Biffle. Est-ce que ces 4 pneus plus évidemment la très bonne voiture qu'il avait depuis le début vont faire la différence? Est-ce qu'il aura le temps surtout? Regardez Kurt Busch, la différence entre les 2 voitures, alors que Johnson est sur des rails, Kurt Busch lui se bat avec son engin. Vous voyez donc l'intérêt d'avoir des virages plus larges à Dover, parce que les voitures ont des trajectoires des fois fluctuantes, comme Kurt Busch actuellement. Et vous avez vu comment Kurt Busch avait dépassé tout à l'heure avec autorité Kasey Kahne. Et bien là c'est l'inverse, hein. Jimmy Johnson dépasse avec beaucoup d'autorité et de facilité d'ailleurs le numéro 2 de la Penske Racing. Il est 3e maintenant, mais il y a un écart assez important, 3 secondes entre Biffle, Stewart et Johnson. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'écart entre Biffle et Stewart est en train de se resserrer, et qui maintenant nous avons donc un nouveau 3e, puisque évidemment Gordon et Truex Jr. ne comptent pas. Les voici, 1-2. Derrière, il y a Johnson qui revient. Est-ce qu'il aura le temps de revenir, sachant qu'il sera un petit peu bouchonné par Martin Truex Jr. Gordon, lui, devrait laisser passer évidemment la voiture 48. Kenseth récupère la 4e place. Ça va mal, hein, pour Kurt Busch. Tout à l'heure, il était rapide, mais j'ai l'impression que ses pneus commencent à rendre l'âme. Oui, puis il n'a pas demandé d'ajustement tout à l'heure. Il aurait peut-être dû. Alors qu'en tête de la course, Stewart qui essaye d'aller faire coup double aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre la tête du général, ce qu'il va sans doute faire, et aussi d'aller gagner la première course en tant que pilote propriétaire, ce qu'il attend depuis le début de saison. Il est en train de chasser Biffle, mais attention, Johnson est là, avec des retardataires intercalés entre les 2. On va surveiller l'écart. Moins de 3 secondes maintenant de retard pour Johnson. Et pour Newman, c'est un petit peu comme Kurt Busch. Depuis qu'il est reparti, il a du mal, il est aux prises avec Kasey Kahne. Il est reparti 3e, hein, Ryan Newman, et il perd un peu des positions. Écart stable entre Biffle et Stewart. Et Johnson est passé devant Jeff Gordon et Martin Truex. Jeff Gordon, évidemment, ne l'a pas retardé du tout. Il a même laissé passer, ouvert la porte. Et maintenant, le champ est libre. La chasse est lancée pour Johnson.
Va-t-il avoir le temps d'aller chercher en effet? Va-t-il avoir cette vitesse comme cela jusqu'au bout? Est-ce que devant ils peuvent répondre? Parce que lorsqu'on sait qu'un pilote revient fort comme cela, on peut toujours avoir comme consigne de la part de l'écurie d'en remettre un petit coup. Mais est-ce qu'ils peuvent seulement le faire? Le faire, ce serait peut-être au détriment des pneus et se retrouver donc vraiment en danger, tellement l'usure pourrait être compliquée à gérer d'ici la fin de cette épreuve. Mais Johnson, c'est sûr, regardez, il est en train de fondre sur Tony Stewart et Greg Biffle. Regardez les écarts. Oui, moins de 2 secondes maintenant, alors qu'il y en avait 3 tout à l'heure. Et il pourrait y avoir aussi un élément qui joue en la faveur de Jimmy Johnson, c'est que les deux de devant sont concentrés sur eux-mêmes et non pas sur la remontée de Johnson, puisque Stewart ne veut que rattraper Biffle et Biffle surveille Stewart. Donc pour l'instant, ils font pas attention à Jimmy Johnson. Vous avez vu, ça se passe dans les virages. Stewart prend plus de vitesse dans les virages que Greg Biffle. Il tient mieux la corde. Voilà, Biffle a une très bonne vitesse de pointe. Regardez, dans la ligne droite, il n'y a pas de différence. Mais la différence se fait entre Biffle et Stewart sur les virages. Par contre, pour Johnson, la différence se fait partout. 14 tours à faire. Bataille à 3. Biffle, Stewart, Johnson. Avec 4 pneus frais pour Johnson. Et il était évidemment... il avait la meilleure voiture du jour, ça c'est sûr et certain, puisqu'il a mené... il a mené pas loin de 300 tours sur les 400 qu'on va faire aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que peut-être que Tony Stewart profite un petit peu de l'effet d'aspiration, mais très léger, disponible ici à Dover. Il revient maintenant sur Biffle. Biffle, lui, est obligé d'avoir une super voiture pour rester devant. Il va falloir qu'il soit fort, Biffle, parce que derrière, il y a 2 fous furieux qui reviennent, et Tony Stewart et Jimmy Johnson. Johnson pourrait presque même profiter de la double aspiration des voitures 16 et 14. Il reste 12 tours à boucler. Et à mon avis, on va avoir le droit à une belle bagarre si bien sûr il n'y a pas de drapeau jaune. Ce que l'on n'espère pas. Oui, on se prépare un beau final parce que Stewart, qui est deuxième, a l'air plus rapide que le leader. Et Johnson, qui est troisième, a l'air plus rapide que les deux autres. Donc à mon avis, ça va être chaud. Là, on est à 5 secondes derrière. Bataille pour la 4e place. Mais ces deux-là ne brigueront pas la victoire. Chassé croisé entre Kenseth et Kurt Busch depuis tout à l'heure. Ne se lâche pas. C'est sûr que ça devait se passer entre les trois. Et ça y est, Tony Stewart est maintenant presque au contact de Greg Biffle. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière Johnson, il prend des trajectoires incroyables dans les virages. Regardez, il va chercher très haut, un petit peu comme un vautour. Il va monter très haut et après il va fondre sur sa proie. Il va descendre dans le virage pour vraiment avoir, continuer sur sa lancée. C'est énorme ce qu'il fait, alors que Paul Menard est en difficulté encore. Il reste 10 tours à boucler. Les 10 derniers tours qui vont être très chauds et on encourage Tony Stewart à dépasser Biffle, mais attention, ça va se jouer entre les trois puisque Johnson effectivement prend l'extérieur, essaye de prendre de l'élan. Stewart attaque et passe. C'est parti. Oh, une seule attaque aura suffi. Tony Stewart n'aura pas attendu longtemps. Greg Biffle essaye de revenir tout de suite. Regardez, ça va peut-être toucher entre les deux. Greg Biffle qui plonge à l'intérieur. Tony Stewart qui reste au milieu. Il empêche Biffle de remonter. Va-t-il pouvoir descendre dans la corde ici à la fin du virage? Oui, il est passé devant et Johnson qui essaye de prendre l'extérieur. Biffle a perdu 2 places sur un tour. Oh là là, quel tour on vient de vivre. Là, regardez les 3 voitures avec 3 trajectoires quasiment différentes les unes des autres. Biffle essaye de s'accrocher, mais Johnson est passé. Johnson deuxième. 8 tours pour dépasser Stewart. Ça va être dur de résister pour Tony Stewart. Oui, mais on sait que Tony Stewart, il sait très bien gérer ses trajectoires. On sait que Tony Stewart, évidemment, s'est bloqué d'une manière légale, si je peux me permettre cette expression. Il reste 7 tours. Ça va être évidemment compliqué, mais pourquoi pas. Johnson, en tout cas, revient très fort, alors que Biffle, ça y est, commence vraiment à lâcher prise. Je pense que c'est les pneus qui sont en train de partir. Oui, et puis en plus, comme on l'a dit, Johnson a la meilleure voiture, que ce soit avec 2 pneus ou 4 pneus. Il attaque tout de suite Johnson. Oh, il a l'air facile. Johnson, mais regardez, Stewart reste devant. Eh oui, le problème, c'est que tout à l'heure, Stewart dans les virages était mieux que Greg Biffle, mais maintenant, dans les virages, celui qui est le mieux, c'est Johnson. Et il prend des risques. Stewart, on l'a vu, il a remis les gaz. Attention à ne pas partir de travers, à ne pas commettre d'erreur. Le moindre sous-virage ou sur-virage serait fatidique, en tout cas pour la première place. Sous la pression, on va voir comment le double champion va tenir face au triple champion, pardon. Je le vois déjà champion cette année. Et il attaque, les 2 hommes sont côte à côte. Attention. Vous avez vu, Stewart remet les gaz dans le virage, il est fou. Il fait le maximum, Tony Stewart, pour aller gagner la première course de sa saison. Mais on a l'impression que Johnson joue au chat et à la souris avec lui.
il prend pas plus de risques que ça. Il sait que le temps joue en sa faveur. 4 tours à faire. Oui, tout à fait. Johnson ne prend pas les risques de remettre les gaz trop tôt, alors que Stewart est condamné à le faire. C'est lui qui accélère dans le virage plus vite que Johnson, quitte à remonter très fort ou à partir en survirage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Stewart qui ne peut pas trop ouvrir la porte. En plus, Johnson qui va chercher du banking, il va chercher de l'inclinaison à l'extérieur. Oh là 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 là, ça a failli toucher. 3 tours à faire. Ça a même peut-être touché d'ailleurs. Ouais. Il a peut-être poussé Stewart. S'impatiente. Attention, sur ce virage, il peut passer devant Johnson. Si jamais il refait la même, il peut passer. Il est passé à l'extérieur cette fois. Il a la position préférentielle. Regardez là maintenant, lui aussi il accélère, mais il remonte. C'est ça qui est incroyable. Quand Stewart accélère, il reste collé, mais quand Johnson accélère, il reste à l'extérieur. Il est passé en effet. À 2 tours de la fin, Jimmie Johnson a porté les stockades. Il est revenu de la 9e place au restart alors qu'il restait 27 tours. C'est ça qui est fort. Il va laisser Stewart cuire à petit feu et il va aller chercher certainement une victoire qui est incontestable parce qu'il a mené pas loin de 300 tours aujourd'hui sur 400. Et quel dépassement plein de maîtrise de Johnson. Ce qui est fort, c'est que Johnson a attendu pratiquement le dernier tour, en tout cas dans le 2e dernier tour, si je peux me permettre, pour aller chercher Stewart. Il savait très bien que ça ne servait à rien de le titiller trop tôt. Il a pris son temps. Il était sûr de lui. Il était sûr de lui et c'est vraiment comme cela que l'on peut le décrire. Cet homme sait tellement gérer les fins de course et sait tellement faire comment gagner. Il sait faire. Il sait faire puisqu'il a gagné un bon nombre de victoires et 3 titres. Donc il sait comment les gérer. Et voilà, il va encore en gagner une ce soir à Dover. La Johnson. 2e de sa saison et la 4e ici à Dover. Il rejoint Mark Martin et Jeff Gordon en tant que pilote en activité avec le plus de victoires. 2e, Stewart qui collectionne les places d'honneur et qui prend la tête du championnat. Derrière Greg Biffle, Matt Kenseth, Kurt Busch, Kasey Kahne, Carl Edwards, Ryan Newman, Casey Mears et Mark Martin. Dale Earnhardt Jr. finit à la 12e place. C'est bien, c'est encourageant. Voilà. En tout cas, peut-être que c'était pas un électrochoc pour lui, mais c'est déjà un début. Quant à Juan Pablo Montoya, il finit loin à la 30e place. Jeff Gordon finit à 2 tours, même s'il était très rapide. Et le Monster Mile a encore frappé. En tout cas, Jimmie Johnson a dompté et là, c'était le trophée que vous venez de voir, Mile le monstre, qui sera remis dans les bras de Johnson. Nous sommes sur la Victory Lane et on va célébrer donc Jimmie Johnson pour sa 42e victoire en 268 départs. C'était une journée très spéciale aujourd'hui puisque cette course a permis aussi d'amasser quelques fonds pour la lutte contre l'autisme et on sait que Rick Hendrick est très attaché à cette lutte-là. Allez, parlez-nous un petit peu de cette victoire-là. Je me suis vraiment éclaté aujourd'hui. Je remercie vraiment mon équipe. J'avais une super voiture. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être assez rapide. Je savais qu'on était rapide, mais c'était une voiture très spéciale aujourd'hui quand même. Et il fallait que je fasse le maximum à la fin. J'avais pas le choix. Hein. J'avais devant moi Stewart et Biffle. Il fallait que je donne tout. Donc merci à tous les fans. J'espère que le spectacle de la fin de course leur a plu. Merci aux fans de la 48. Hein. Et puis évidemment, je suis très heureux. Mais le crédit revient à vous, bien sûr. Alors, c'est un grand jour pour vous parce que vous êtes de retour sur la Victory Lane pour Rick Hendrick. Et c'est vrai que j'avais oublié cette sensation de piloter aussi durement, de me bagarrer à mort et de passer des très bonnes voitures. C'est un sentiment inégalable. Et je demandais à ma voiture, allez, il faut rester au sol, il faut qu'elle garde son grip pour que je puisse dépasser Biffle et Stewart. Allez, nous sommes avec Tony Stewart. Certes, il n'a pas gagné la course, il a fini 2e, très bonne place, mais surtout, il est en tête du classement général. C'est une première pour lui en tant que pilote propriétaire. Mais c'est vrai que la voiture la plus rapide a gagné aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que finir 2e, pour moi, c'est déjà bien. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux aujourd'hui. On a fait du bon travail. Les gars ont bien travaillé sur les pit stops toute la semaine. Et c'est vraiment ce dont on avait besoin. 46 points d'avance donc pour Tony Stewart au classement général et on retrouve Greg Biffle
qui s'est fait un petit peu avoir dans les derniers tours. Hein. Ouais, en fait, à un moment donné, on a fait des ajustements parce que dans le trafic, ça se passait pas très bien. Et ensuite, quand on s'est retrouvé devant, la voiture était un peu survireuse, ce qui m'a pas permis de garder la tête. Et j'ai vu Tony qui arrivait et puis Jimmy, mais je pouvais pas faire grand chose. Et la 48 était vraiment la meilleure voiture de tout le peloton, ça c'est sûr. Mais j'avais une bonne voiture, j'étais content quand même et je suis quand même satisfait de ma course. On a raté quelques réglages aujourd'hui qui nous auraient permis de gagner la course. Voici donc les résultats de ce rendez-vous. On vous l'a dit, ce qui est intéressant, c'est qu'au classement général, Tony Stewart prend la première place pour 46 points. Le bon résultat également de Ryan Newman qui gagne 2 places au classement général. Newman se retrouve dans le top 5, ça veut dire que les 2 voitures de Tony Stewart sont dans le top 5 du classement général. Denny Hamlin par contre aujourd'hui, il a eu des soucis, il perd 2 positions au classement général de la série. Et Jeff Burton également aussi perd 2 places, ça va mal pour la Richard Childress Racing, décidément c'est compliqué. Ouais, et dans les 12 premiers du classement général, eh bien, on trouve les 12 mêmes que la semaine dernière. Attention, tape à la porte, toujours Rottiman, Montoya et Kasey Kahne qui sont encore les menaces les plus sérieuses pour ce fameux top 12. Les voici d'ailleurs. Voilà donc, ce rendez-vous de Dover est terminé. Bye bye Mile. Et on se retrouve la semaine prochaine en direct sur AB Moteur à partir de 20h15 pour la suite. Pocono, Pennsylvanie. Salut à tous, à dimanche.